bonsoir à tous ceux qui sont là. Et merci. Donc on est tout dans le cycle biodiversité de l'Agora des Savoirs, donc la saison d'automne. Et cette saison d'automne, sur la biodiversité, ça nous a permis d'aborder la biodiversité de la nature et traditionnelle, et puis la biodiversité cultivée, dont on parle peu. Et cette biodiversité cultivée, eh bien, elle s'attache à des plantes qui ont été travaillées par l'homme, les femmes aussi, et au fil de l'histoire de l'humanité, pour améliorer la portion alimentaire, la garantir, et passer de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs et cultivateurs, et puis ce qui a bouleversé les paysages de la planète. Donc la biodiversité, pas complètement certain qu'elle se réduise en surface par rapport à ce qu'elle a pu être, mais il y a quelques années. Mais en tout cas, elle change nos paysages. Et aujourd'hui, les paysages de la Terre sont massivement des paysages qui ont été façonnés par l'homme. Et je disais une fois qu'en France, il n'y a pas 1 centimètre carré de terre où le pied de l'homme n'a pas mis la main. Que ce soit dans la nature, les forêts, les paysages, la campagne, les bosquets, eh bien tout cela est lié à l'activité de l'homme. Mais l'agriculture, et le riz en particulier, Jean-Christophe Glassman, qui est directeur de recherche au CIRAD, et qui a été également un des, on dit team leader, mais un des patrons de la biodiversité, on va dire mondiale, dans le cadre des Challenge Programs, qui sont managés par tous les centres de recherche internationaux qui sont sur toute la planète, et qui s'intéressent à comment faire en sorte de créer, stabiliser pour faire en sorte que les êtres humains que nous sommes puissions nous alimenter avec des choses de qualité et que les agriculteurs puissent cultiver des plantes qui soient des plantes nourricières et en même temps qui leur permettent de vivre. Mais ça bouleverse nos paysages. Donc le riz, c'est la grande plante alimentaire du monde, avec le blé pour nous, et avec le maïs qui vient d'Amérique latine. Mais le riz a une particularité, c'est qu'il est la plante modèle de toutes les monocotylédones, c'est-à-dire le blé, mais également l'avoine, mais également le maïs, mais également plein d'autres plantes. Donc c'est une plante exceptionnelle. Et à Montpellier, nous avons la chance d'avoir au CIRAD un centre de recherche qui a une énorme compétence dans le domaine du riz. Et donc Jean-Christophe, qui est ici, que je connais bien pour l'avoir connu au CIRAD, et je salue les CIRADiens qui sont dans la salle, va nous parler maintenant de ce soir du riz, tout simplement, comme espèce, comme diversité, comme variété, comme type de riz, et dans tous les paysages du monde, et pas seulement ceux qu'on a tous en tête, qui sont les rizières, envahies par l'eau, mais partout. Et rappelez aussi que nous avons 200 hectares de riz en Camargue, et que c'est du très bon riz. C'est celui que j'achète. Bonne soirée. Bonsoir à tous et toutes. Merci Madame Lisa, merci Anne-Yvonne. Je précise que j'ai connu Anne-Yvonne Ledin au CIRAD car elle fut ma directrice pendant quelques années et donc elle connaît bien ce dont je vais parler. Donc je suis ravi d'être ici, mais d'abord je vais me présenter. Je suis donc chercheur au CIRAD, je suis agronome. J'ai fait ma 3e année d'école d'agronomie en faisant un stage au CEP, qui est devenu le CEF, qui s'appelait autrement, l'acronyme était différent, mais j'ai fait mes travaux de stage sur le dactyle, qui est une graminée sauvage, sur les flancs du Mont Aigoual. Ça m'a permis de sillonner ce Mont Aigoual entre l'Espérou et le Vigan, et c'était, ma foi, une très, très agréable façon de découvrir Montpellier, sa région. Donc ensuite, j'ai fait une thèse sur le riz, à l'IRAT, qui a été intégrée au CIRAD. Ça, c'était une thèse soutenue en 1982. Ensuite, je suis parti travailler 5 ans à l'IRI, l'Institut international de recherche sur le riz, qui est basé aux Philippines, qui concentre en particulier une grande partie des travaux sur la diversité génétique parce qu'il est le siège de la collection mondiale. J'y reviendrai.
Et donc, après ces 5 années aux Philippines, je suis revenu à Montpellier où j'ai travaillé sur différentes plantes, dont la canne à sucre, le sorgho, le bananier, et quelques autres de plus loin. Ensuite, j'ai eu quelques responsabilités qui m'ont un peu éloigné de la recherche. Et depuis quelques années, j'ai eu le plaisir de pouvoir revenir à la pratique de la recherche. Et je travaille sur le riz. Donc, 35 ans après ma thèse, je reprends la même question, mais avec des outils infiniment plus puissants. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc ça occupe une partie de mon temps. La deuxième partie importante de mon temps est prise par une initiative autour de l'enseignement. Car il m'est venu au fil de ma carrière l'évidence que la chose la plus importante qu'on peut faire quand on est chercheur, c'est de transmettre le mieux possible les choses qu'on a appris à maîtriser à des générations de chercheurs ou d'étudiants ou de scientifiques à venir. Et donc je me suis engagé dans ce qui s'appelle Cultivar, qui est une initiative qui vise à mobiliser les chercheurs pour la transmission directe de leurs résultats les plus récents à des chercheurs en herbe dans des masters à Montpellier et en partenariat avec le Sénégal et le Vietnam. Cette transmission, c'est très important et ce faisant, je suis aussi très sensible à la transmission ou en tout cas avec les échanges avec le grand public. Je suis ravi d'être ici. Vous, pour moi, représentez le grand public. Je ne vous connais pas individuellement, mais je suis ravi d'avoir cette occasion. Je serai peut-être décalé par rapport à certains d'entre vous. J'espère ne pas l'être totalement et pour tout le monde. Mais voilà, je suis très content d'être ici. Et je voulais juste pour savoir, comme je ne vous connais pas, est-ce qu'on peut... Je proposerais que vous leviez la main en répondant à une classification en 3 groupes, très sommaires, étudiants, scientifiques ou citoyens qui a de l'appétit pour la recherche ou la science. Les étudiants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main? J'en vois une petite dizaine, merci. Les scientifiques? Voilà. Il y en a un peu plus. Et les citoyens? Oh! Chers citoyens, je suis ravi d'être avec vous. Je vois des scientifiques dont certains sont très éminents. Je suis un peu intimidé, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, donc mon sujet, c'est le riz. Je travaille aussi RAD dans une unité qui s'appelle Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales, AGAP, dans une équipe qui s'appelle Dynamique de la diversité, société et environnement, au pluriel. Donc je suis particulièrement sensible à l'interaction entre les sociétés et l'agriculture autour de l'objet que sont les plantes, l'objet biologique mais aussi social que sont les plantes cultivées. Je travaille avec des soutiens de Muse ou d'Agropolis Fondation et dans le cadre du projet Cultivar. Donc je vais suivre ce plan-là, qui est un peu classique, mais enfin classique. Je commence par une introduction et je finis par une synthèse sur les opportunités et les risques. Mais d'abord, parler un peu de la terminologie. Biodiversité du riz, comme Yvonne l'a mentionné, le riz est une plante cultivée. Donc la biodiversité de cette plante, en général, quand on parle de biodiversité, on parle au niveau interspécifique. On compte des espèces, des genres, des familles. Souvent, il y a cette différence entre biodiversité et diversité infraspécifique. Pour les plantes cultivées, on se focalise plus sur la diversité infraspécifique. Et donc, les plantes cultivées ont connu un phénomène majeur qui est la domestication. Donc, leur diversité est largement affectée par la domestication, qui est quelque chose qui est un processus qui a eu lieu parfois il y a quelques milliers d'années, mais qui est un processus continu qui, pour certaines espèces, se continue encore et dont l'amélioration génétique représente une des manifestations, une des formes aujourd'hui, la création variétale. Donc le riz, je vais vous parler d'un riz, du riz asiatique. Il y en a d'autres. Il y a des riz africains, il y a des espèces sauvages, il y a une vingtaine d'espèces sauvages.
Le riz asiatique a été domestiqué à partir d'une espèce sauvage, ou de deux selon la nomenclature qu'on utilise. Le riz africain a été domestiqué à partir d'une autre espèce sauvage et a donné une autre espèce. Donc, je vais balayer domestication et amélioration. La diversité génétique, qui est le cœur du sujet, je vais prendre un peu plus de temps et aller un peu plus en détail sur des résultats de recherche. Ce sera peut-être un peu plus compliqué à suivre, mais je tiens à intégrer ce genre de moments dans ce genre d'interaction. Ensuite, transversalité, parce que l'interdisciplinarité est très féconde et je vais juste donner quelques illustrations. Ensuite, un zoom sur l'arôme. Le riz... enfin, vous connaissez tous probablement les riz basmati ou les riz jasmine thaï de Thaïlande. Ce sont des produits très importants dans le commerce international et c'est intéressant de regarder en particulier ce qui fait leur spécificité. Ensuite, je vous proposerai une pause à Madagascar, hors du fil général, mais allons à Madagascar et puis j'en profiterai pour faire quelques observations. Ensuite, je parlerai de quelques tendances de la recherche actuelle, avec les implications en termes d'opportunités et de risques qui nous concernent tous et dont il est utile de discuter et sur lesquels il est utile d'échanger. Donc, le riz, d'abord pour rappeler des statistiques que j'ai récupérées aujourd'hui, pour rappeler l'importance du riz en termes de production, en termes de surface. Je vous laisse lire les chiffres. C'est la première espèce en termes d'alimentation humaine. Ensuite, les différents pays producteurs, avec bien sûr les deux grands, la Chine et l'Inde, et puis une forte concentration, évidemment, en Asie, mais pas que. Et pour revenir sur la diversité des espèces cultivées, juste une image qui résume la façon dont on se représente l'origine des riz cultivés avec une... Non, il faut que je... Voilà. Une origine ancienne en Asie, avec une répartition assez large des espèces sauvages, une séparation lors de l'émergence de la barrière climatique que représente le Sahara et de la barrière physique que représente l'Himalaya, en trois sous-ensembles, qui ont donné lieu à trois domestications, une ici et une en Afrique. L'africaine a donné l'espèce Oryza glaberrima à partir de Brevigulata, et en Asie, on a eu deux espèces ou deux sous-espèces selon comment on considère la définition d'espèce en Asie. Cette séparation-là, cette séparation entre les trois espèces sauvages date de quelques millions d'années et la domestication date de quelques milliers d'années. Donc le riz, c'est une belle plante. Évidemment, toutes les plantes, quand on s'y intéresse, sont belles. Moi, je me suis intéressé au riz. Je voulais partager quelques images sur la diversité morphologique du riz. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans un site où il y a 100 000 variétés en collection. Et chaque année, il y en a 3 000 qui passent au champ pour rajeunissement des graines. Et donc c'est l'occasion de se promener au cœur de la diversité des riz. Donc le riz est une plante domestiquée. Et la domestication, au départ, ici vous avez une image qui représente la récolte de grains sur des riz sauvages. La caractéristique principale des riz sauvages par rapport aux riz cultivés, c'est que leurs grains tombent tout seuls. Et donc, la façon de récolter ça dans des populations de riz sauvages, c'est de se promener avec un panier, de faire bouger les panicules et les grains tombent. Et comme ça, on sort du terrain avec une récolte de grains. Et donc, en haut, je vous ai représenté, dans la colonne de gauche, des riz sauvages, dans la colonne de droite, des riz cultivés. En haut, sur le plan de la morphologie, on passe d'une espèce qui a beaucoup de tiges, des petites panicules relativement peu ramifiées et qui ne sont pas synchrones,
ce qui n'est pas du tout pratique pour la récolte, et des épillets, des graines qui tombent et qui ont souvent des barbes. Donc ces barbes servent à utiliser le vent pour bouger et pour s'enterrer, préparer le passage de l'hiver de façon à pouvoir germer au printemps suivant. Il y a de la dormance aussi, des graines en général. Et du côté cultivé, on a des plus grosses panicules, des grains plus gros, et des thalles, c'est-à-dire des tiges qui sont synchrones, dont la floraison est synchrone, ce qui permet une récolte manuelle ou mécanique plus facile. Dans la boîte du bas, il y a l'illustration de d'un des effets de la domestication, c'est la diversification des formes. On voit ça quand on compare le loup au chien, aux races de chiens. Quand on domestique un riz sauvage, c'est typiquement en zone marécageuse des grandes herbes, comme vous en avez vu tout à l'heure. Les riz cultivés aujourd'hui peuvent pousser entre moins quelques mètres, c'est-à-dire supporter plusieurs mètres d'eau dans le delta du Gange, jusqu'à 6 ou 7 mètres d'eau. Peuvent être cultivés sur des terrasses irriguées ou bien des collines non irriguées ou plus haut, jusqu'à 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Donc on a bien, avec le changement de biologie de la reproduction, on passe de l'allogamie, c'est-à-dire des fécondations majoritairement croisées, à une autogamie, c'est-à-dire qui permet l'affirmation de différentes formes et donc de différentes adaptations, et donc une diversification des formes. Donc la suite logique de la domestication, enfin logique, la continuité de la domestication, ça a été la création variétale, l'amélioration génétique. Donc là, je ne vais parler que d'un acteur, c'est l'Institut international de recherche sur le riz, qui est basé aux Philippines, et donc il y a un mandat particulier, c'est une institution de statut international, financée au départ par les fondations Ford et Rockefeller, par la Banque mondiale aussi. Donc c'est basé aux Philippines. Ça a été créé dans les années 60, 63 je pense, et ça a été le lieu où, ça a été établi en 60, ça a été le lieu où ont été créés les riz de la Révolution verte. La Révolution verte est un phénomène qui a touché largement le monde en développement, avec des blés et des riz en particulier. Ça a aussi touché le pays du Nord, après-guerre, avec la modification de l'agriculture, une meilleure maîtrise du milieu ou une artificialisation des milieux un peu plus poussée, qui a permis de cultiver un autre type de variétés, les variétés de la Révolution verte. Alors, je vous donne quelques arguments sur l'importance de l'amélioration variétale. Ici, vous voyez les millions de tonnes au fil des ans, produites ou bien nécessaires si on extrapole l'évolution des populations. On peut regarder la distribution en Asie, Afrique et Amérique. Et ici, vous avez quelques images sur la création des variétés de la Révolution verte. Donc avant, on avait des variétés qui avaient comme rendement à peu près 1,5 tonne par hectare, et des grosses difficultés d'alimentation, de sécurité alimentaire pour de très nombreux pays. Quand on dit today, c'est quelques dizaines d'années après. Les rendements moyens sont de 4 tonnes par hectare, et on a sauvé, on a écarté, on a préservé plusieurs millions de personnes des risques de famine et de pauvreté, et tout ça à partir d'un changement de morphologie. Vous voyez ici la fameuse variété IR8, variété de la Révolution verte, qui a été cultivée sur des millions d'hectares en Asie. Elle est issue du croisement entre la grande variété PETA et la variété chinoise Deo Jiao Wujian. Et cette variété chinoise a comme caractéristique particulière d'avoir un gène de semi-nanisme. C'est un seul gène qui est responsable du changement de morphologie globale. Et on trouve l'équivalent chez les blés. Et c'est même des gènes homologues qui fonctionnent de façon voisine. Et donc, grâce à ce gène-là, on a pu diminuer la taille des plantes et en faire des plantes à tiges beaucoup plus courtes et plus épaisses, et donc capables de supporter beaucoup plus de poids
et donc des panicules plus grandes et plus remplies. Et donc, ça nous a permis, je dis nous au sens général, hein, générique, donc ça c'est une autre illustration, de valoriser les engrais. Donc, la révolution verte va avec la généralisation de l'utilisation des engrais, puisque on peut produire plus de riz par tige, parce que les tiges supportent mieux, enfin arrivent à soutenir le poids. On peut mieux valoriser les engrais. Et donc vous voyez ici une image qui montre les diagrammes de rendement de la variété IR8 et de sa mère Peta en différentes conditions de fertilisation azotée. Et vous voyez les grosses différences de comportement. Il y en a une qui valorise l'engrais, il y a l'autre qui ne le supporte pas et qui s'écroule parce que les panicules deviennent trop lourdes. Et donc c'est essentiellement ça qui a été le facteur de la révolution verte. Pardon. Ensuite, on a ici une autre illustration où on voit Peta et IR8 quelques années après. IR8 attaqué par les insectes et les champignons et les bactéries. Quand une variété a beaucoup de succès, elle est cultivée sur de grandes surfaces et du coup, tous les micro-organismes qui peuvent être en compétition s'y adaptent et se spécialisent et donc l'attaquent. Et donc IR8, quelques années après, ne marchait plus du tout. Donc on s'est embarqué dans une espèce de course-poursuite en essayant d'intégrer progressivement sur un fond IR8 toutes les sources de résistance aux maladies, aux insectes, etc. Et donc à l'époque, on a créé la variété IR36 qui a été cultivée aussi sur des millions d'hectares. Quand la photo a été prise, la dernière variété c'est IR42. Maintenant on a IR64, on en a d'autres. Et toutes ces variétés sont des méga-variétés, comme on dit, des variétés iconiques qui sont cultivées sur des dizaines de millions d'hectares. Mais c'est bien une course-poursuite. Et ceci est résumé sur ce schéma où on voit tous les différents types de caractères qui ont été l'objet de l'attention des améliorateurs. Au fil des ans, donc le temps passe de gauche à droite, et vous avez le rendement moyen du riz au niveau mondial qui croît, et vous avez écrit les différents facteurs qui ont permis cette croissance. Au-dessous de la droite, vous avez des mentions de caractères génétiques qui ont été apportés par la génétique. Par exemple, en bas à gauche, le potentiel de rendement, le nanisme, la précocité, etc. Et au fil du temps, on voit qu'il y a une diversification des objectifs. On prend de plus en plus en compte l'environnement, la qualité. Le premier riz, IR8, n'était pas bon du tout. Et petit à petit, on a été capable d'intégrer différents types de caractères pour faire des variétés de mieux en mieux. En haut, au-dessus, vous avez les pratiques agronomiques qui ont accompagné cette évolution-là. Et en général, on attribue à moitié-moitié, c'est-à-dire moitié à la génétique, moitié à l'agronomie, les progrès de rendement dans ce genre de système de culture intensive. Je vais vous donner un exemple d'une des dernières acquisitions de la génétique. C'est la STAR. Je dis STAR parce que c'est un modèle comme on rêverait d'en avoir beaucoup. Sub1. Sub1, c'est pour submersion. C'est le premier gène de résistance à la submersion qui a été trouvé. Il a été trouvé dans une variété himalayenne qui s'appelle N22. Il a même été cloné, ce qui permet de voir comment il marche dans la plante, dans quelle voie métabolique il est impliqué, quel petit changement il cause. Et puis, ça permet aussi de voir s'il y a d'autres facteurs qui sont complémentaires. Donc, de connaître la fonction, c'est utile. Mais là, vous voyez un certain nombre de variétés dont on a juste l'initiale, qui sont plus ou moins. Non, en fait, il n'y a pas de moins. Il y a par exemple B et B+. B+, c'est la variété B à laquelle on a rajouté par rétrocroisement. Par croisement, on fait un hybride, on recroise avec la variété idéale,
et on ne garde que le caractère qu'on veut transférer. Et vous voyez l'effet du gène, de la présence. Quand il n'y a pas de plus, les plantes meurent. Là, elles ont été traitées avec 15 jours de submersion totale. Donc les variétés qui n'ont pas le gène sont mortes, on ne les voit plus. Et les variétés qui l'ont ont résisté. Et donc c'est un exemple type. Un seul gène donne une tolérance à une submersion, un caractère complexe d'une quinzaine de jours. Et c'est ce genre de choses qu'on essaye d'empiler dans les variétés pour les rendre meilleures de mieux en mieux. Donc là, je ne vous demande pas de lire le texte, mais c'est juste pour illustrer ce qui est fait avec ce gène-là. Il est en train d'être transféré à toute ou la plupart des grandes variétés importantes d'Asie, parce qu'avoir une capacité de résistance à une submersion, c'est toujours utile, même dans des systèmes irrigués où on pense maîtriser l'eau. Et puis, il n'y a pas que les systèmes où on maîtrise l'eau, il y a des systèmes inondés où on ne maîtrise pas bien l'eau. Et donc, il y a plusieurs... il y a de l'ordre de 20 millions d'hectares en Asie qui sont susceptibles d'être affectés par les inondations et pour lesquels on transfère par génétique classique ce gène de façon à aider plus de chances aux agriculteurs d'obtenir une récolte. Donc ce texte est long, ça c'est juste pour dire qu'on fait ça dans d'autres variétés aussi, et on le fait d'une façon de plus en plus intelligente. Je n'ai pas gardé l'information, mais on travaille de plus en plus avec les agriculteurs, les paysans, les fermiers, pour partager la réflexion sur la gestion du risque. Les inondations, c'est des choses aléatoires et il y a des réflexions complexes. Donc il n'y a pas que la génétique, il y a aussi plein d'autres choses qui viennent accompagner les progrès que peuvent éventuellement apporter la génétique. Donc le cœur de mon sujet, c'est la diversité génétique. Donc d'abord, pour rappeler qu'il y a des grosses collections. Yvonne mentionnait le Challenge Programme tout à l'heure. J'ai eu la chance d'être impliqué. Il s'appelle Generation. C'est un programme qui visait à exploiter le mieux possible la diversité dans ces collections. Alors là, c'est la collection du riz, mais il y a des collections de blé, de maïs, de manioc, etc. Il y a une quinzaine d'espèces alimentaires très importantes qui ont leur collection de statut international et dont on essaye de mobiliser la diversité avec les outils les plus avancés de la génétique et de la génomique, et avec de la bioinformatique à l'appui. Et donc, pour le riz, on a 110 000 variétés, mais quand on a 110 000 variétés, on ne sait pas trop quoi en faire, et il n'y a que 5%, à peine 5% qui sont utilisés, parce que faire un croisement, c'est quelque chose de compliqué, et on est obligé d'essayer d'avoir une façon, une méthode pour accéder à l'essentiel de la diversité qui est recelée par ces grandes collections. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'étudier la diversité. Alors la diversité, au départ, on a une espèce sauvage et il y a la domestication. La domestication prélève de la diversité dans l'espèce sauvage et ensuite, quand une espèce a du succès, elle migre. Elle est emportée par les populations humaines qui migrent, et dans l'histoire, les hommes ont beaucoup bougé, et selon où elle migre, elle peut se spécialiser dans différents environnements. Et donc là, j'ai mis des petites croix de couleur pour rappeler que les mutations existent, il y a des mutations en permanence partout, et parfois, les mutations sont favorables. Et s'il y a des gens qui sont là pour les révéler, c'est-à-dire les fixer, les stabiliser, eh bien ces mutations peuvent venir enrichir le pool de diversité qui est disponible dans l'espèce. Donc la culture elle-même, avec la dispersion des variétés cultivées, génère une nouvelle diversité. Et le travail du sélectionneur, c'est d'essayer de rassembler les différentes voies qui ont été explorées par l'adaptation des plantes en allant vers le nord, vers le haut, vers l'est, vers le sud, vers le chaud, vers le sec. Tout ça peut être documenté si on analyse bien la diversité des ressources génétiques et si on parvient à mobiliser les outils qui nous permettront
d'analyser plus en détail ces différentes voies d'adaptation. Alors ces outils sont essentiellement la diversité moléculaire. Ici, c'est représenté par un certain nombre de bandes. À l'époque, c'était une génération de marqueurs moléculaires, c'est-à-dire qu'on utilise les propriétés de l'ADN qui a une certaine diversité pour révéler cette diversité point par point avec des techniques variables. Et plus on a de points, plus la description sera précise. On a commencé par des travaux avec quelques dizaines de points. Maintenant, on a quelques millions de points. Et vous imaginez que la capacité de révélation de la diversité est différente quand on a des millions de points. OK. Donc ça, c'est quelqu'un. Il se trouve que c'est moi qui, quand j'avais l'âge d'être à l'IRI, et quand je faisais des analyses de diversité avec des protéines, qui sont un produit proche de l'ADN, qui reflète assez bien la diversité de l'ADN. C'était la toute première génération de marqueurs. J'ai travaillé avec une quinzaine de marqueurs. Et j'ai fait un travail qui, comme j'étais entouré de sélectionneurs, j'ai pu interagir au quotidien avec eux et faire un travail qui était pertinent pour eux. Et ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle de très haute qualité parce que j'étais intégré dans un mouvement d'innovation et ce que je faisais servait cette innovation et c'était extrêmement satisfaisant. Donc à l'issue de ces genres de travaux, on se représente la diversité du riz sous cette forme-là. Une sous-espèce japonica qui a la distribution en bleu là, avec des formes tempérées et des formes tropicales de montagne, upland. Une sous-espèce indica, qui est plutôt tropicale de bas-fond. Et puis, un type qu'on appelle house. House, c'est le nom d'une saison de culture au Bangladesh. C'est comme ça que les populations humaines appellent cette saison. Et ça correspond à un certain type de riz qui a un cycle assez court. Et il se trouve que ces variétés house représentent le cœur d'un groupe différent de japonica et d'indica. Et puis on a un groupe, un quatrième groupe qu'on appelle C-basmati, c'est-à-dire circum-basmati, autour des basmati. C'est un groupe particulier qui comprend les basmati. Donc à l'ère de la génomique, on est passé de une ou quelques dizaines de marqueurs à bien plus. Et comment on fait? Alors la génomique, c'est c'est l'étude du génome. L'objet d'étude, c'est le génome. Le génome a différentes dimensions, on va dire. Sa première, c'est son organisation linéaire à gauche. Donc le génome, c'est une suite de 4 lettres, A, C, G, T, sur plusieurs dizaines ou centaines de millions d'unités. Et donc, on peut déterminer maintenant la séquence d'une variété. Et avec les travaux de biologie qui vont avec, on est capable de repérer sur cette séquence des motifs dont certains sont des gènes. Les gènes sont des motifs qui ont une fonction, qui sont capables d'induire la production d'une protéine, par exemple. Et donc, on est capable de repérer des gènes ou des facteurs de régulation dans les gènes ou en amont des gènes, plus ou moins loin. On a des séquences répétées qui ont d'autres fonctions que l'expression, la physiologie, etc. On a plein de choses. Le génome du riz, ça fait 400 millions de paires de bases. C'est un livre avec 400 millions de lettres. Et avec ce genre de travail, on identifie à peu près 30 000 gènes. Et tout le reste, c'est des choses dont on ne connaît pas encore la fonction, ou qui peut-être n'ont pas d'autres fonctions que... C'est peut-être des vestiges de choses qui ont eu une raison d'être et qui ne l'ont plus, mais qui ne gênent pas. Donc. Ensuite, on a dans la colonne du milieu l'intégration fonctionnelle, c'est-à-dire que ces gènes-là s'expriment. Ils s'expriment plus ou moins fort, ils peuvent être régulés en fonction de voies internes ou en fonction de facteurs extérieurs. Et leurs produits s'intègrent dans des cascades ou dans des flux ou dans des choses qui représentent des voies métaboliques qui sont les constituantes de la physiologie.
et qui détermine le fonctionnement des plantes. Pardon. Et donc maintenant, on peut étudier l'expression des répertoires complets de gènes grâce à des techniques de biologie moléculaire, des puces à ADN. On peut prendre une plante et déterminer le niveau d'expression de l'ensemble de ces gènes dans la condition dans laquelle on a prélevé cette plante-là. Et on peut le faire pour plein de conditions. Voilà. Ensuite, on a la profondeur de la diversité génétique qui est symbolisée par des couleurs. Pour chaque gène, on peut avoir plusieurs versions. Et c'est l'ensemble de ces couleurs-là qui représentent la diversité génétique. Et on peut maintenant caractériser la diversité allélique, on appelle ça différents allèles des mêmes gènes, pour l'ensemble des gènes et pour l'ensemble des collections. Donc on a des matrices de données d'une taille sans précédent, avec des milliers d'accessions et des millions de points de données. Alors, pour revenir à l'idée que le riz est une plante modèle, le riz a certaines chances biologiques, certains dons. C'est en particulier qu'il a un génome très concentré, tout petit. Vous voyez ici, en bas, en rouge, le génome du riz symbolisé à la même échelle physique que le génome de l'orge en haut, ou le génome du blé, ou le génome de la canne à sucre. Et donc ici, vous avez deux dimensions. La première, c'est le niveau de ploïdie, c'est-à-dire que dans une cellule, il peut y avoir une cellule végétale, il peut y avoir souvent deux copies du chromosome chez les espèces diploïdes, mais il peut aussi y avoir des polyploïdes qui ont plusieurs copies, jusqu'à 10 ou 12 copies, comme pour la canne à sucre, où chaque chromosome est présent plein de fois. Et puis, le génome de base peut aussi être plus ou moins gros, c'est-à-dire plus ou moins encombré, je dirais, ou bien enrichi, ou riche en séquences répétées autour des gènes. Et par exemple, entre l'orge, ici, et le riz, de loin, hein, un plant d'orge et un plant de riz, ça se ressemble, mais il y a 12 fois plus d'ADN dans une cellule d'orge que dans une cellule de riz. Et quand on cumule ces deux dimensions, par exemple, entre le riz et le blé, on a 35 fois plus d'ADN par cellule de blé que par cellule de riz. Et donc, quand on cherche dans une meule de foin grosse comme un génome de blé, c'est beaucoup plus compliqué que quand on cherche dans un génome de riz. En ce sens, le riz est une plante modèle, car on peut y faire des travaux avec beaucoup plus de rapidité que sur les espèces plus compliquées. Donc là, c'est juste une photo de l'article paru dans Nature. Ce n'est pas tous les jours qu'on publie dans Nature, donc on est content, on prend une photo, on la met. C'est la variation génomique des 3000 accessions de riz cultivé asiatique. Donc nous avons la chance d'avoir 3000 variétés qui ont été séquencées et qui nous permettent d'étudier la diversité vraiment en profondeur. Donc il y a plusieurs résultats qui sont sortis avec cette publication. Un premier résultat, c'est que une part de 5 à 15% du génome montre des variations de présence-absence. C'est-à-dire que sur les 400 millions de paires de bases du génome du riz, en moyenne, il y en a entre 20 et 60 000, 20 et 60, aidez-moi, 10%, 400 millions, 40 millions, enfin 60 millions, qui peuvent être présents ou absents selon la variété qu'on regarde. On a, grâce au cumul de toutes ces variétés, on a rajouté de la diversité par rapport à ce qu'on avait séquencé au début, où on avait trouvé 30 000 gènes. Là, on a trouvé 12 000 gènes de plus en étudiant cette diversité. Ça veut dire que quand on regarde plus de choses, on trouve des nouveaux gènes. 12 000 gènes de plus, hein, plus d'un tiers. Et maintenant, on a le concept de pangénome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qui sont présents chez l'ensemble des riz. Eh bien, une variété donnée n'en a que 60% en moyenne. Il y a 40% non, c'est pas exactement ça. Il y a 60% de ces gènes qui sont nécessaires et il y a 40% qui sont facultatifs. Donc, selon ce qu'on regarde, on n'aura pas forcément le même contenu en gènes. Il y a des gènes présents, des gènes absents. Et ceci est une spécificité des plantes. C'est le génome des plantes
est très redondant. Il y a eu des cycles on appelle ça la polyploïdisation, de multiplication du génome. Et quand il y a redondance, il peut y avoir certaines versions qui se spécialisent, certaines qui disparaissent, mais il y en a qui se spécialisent et qui donnent de nouvelles fonctions. C'est très utile. Mais il y en a aussi qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'on a des présences-absences de ce type de variation. Autre résultat, c'est que l'étude de la diversité a donné une image plus précise. Ici, vous avez une représentation de la diversité sous forme d'arbres. Alors, ces arbres sont une représentation simplifiée des distances génétiques qu'il y a entre les différentes variétés qui se trouvent au bout des branches. Ici, vous avez une variété au bout de chaque branche, et par exemple, cette variété-là est distante de ça plus ça de cette variété-là. Et cette variété-là est distante de ça plus ça plus ça plus ça de cette variété-là. Donc c'est une façon de synthétiser des relations de distance sous la forme d'un arbre qui résume la structure. Donc là, on a en haut tout ce qui appartient au groupe Indica, en bas tout ce qui appartient au groupe Japonica, et puis on a les mêmes groupes House et Basmati que tout à l'heure. Donc ce sont des résultats qui viennent confirmer ce qu'on pensait avant sur la base d'un très petit nombre de marqueurs. Par contre, on a beaucoup plus de résolution à l'intérieur des groupes, et on trouve dans chacun des grands groupes des sous-groupes, et ces sous-groupes ont en général une structure géographique. On a les Indicas plutôt d'Inde, les Indicas plutôt de Chine, les Indicas d'Asie du Sud-Est, etc. Et à partir de là, on peut résumer la représentation qu'on se fait de la diversité de l'espèce. On a eu 3 domestications sur une base très large qui a été estimée à plus de 400 000 ans, c'est-à-dire que cette espèce sauvage-là, comparée à cette espèce sauvage-là, on pense qu'elles ont divergé de plus de 400 000 ans. C'est en relation avec l'émergence de l'Himalaya et des choses comme ça. Et donc, à partir de populations sauvages déjà différenciées, on a des domestications qui donnent Indica, ou bien Japonica, ou bien House. On a des échanges fréquents entre ces variétés. Et puis, à l'intérieur des grands groupes, on a des sous-ensembles, en général géographiques. Alors, ce que nous faisons en ce moment, pour aller plus en profondeur dans l'analyse de la diversité, c'est peut-être la partie la plus ardue de ma présentation, c'est l'analyse d'une matrice de données qui a 3000 lignes et 10 millions de colonnes. C'est 3000 variétés et 10 millions de points du génome dont on étudie la diversité. Et pour analyser ça, il faut... notre ordinateur ne suffit plus, on est obligé de faire appel à des clusters informatiques, à des nouvelles méthodes qui appartiennent au data mining, des méthodes d'intelligence artificielle qui vont faire des analyses en série, comme je l'ai représenté ici. Donc, première étape, on étudie l'ensemble de cette diversité pour caractériser la structure sur le plan général, en quelques groupes, de façon très simplifiée. Et ensuite, on fait la même chose sur des fenêtres le long du génome. On prend des fenêtres de 150 marqueurs contigus. Au total, on aura 150 000 fenêtres comme ça. Et pour chaque fenêtre, on fait une classification sur la base de la variation qu'il y a là. Et on rapporte cette classification à la classification générale, ce qui nous permet de colorier chaque accession dans cette région-là. Et on les colorie en référence à ces groupes fondamentaux, en prenant les couleurs jaune, bleu ou rouge, ou bien des couleurs intermédiaires si on a une forme d'ambiguïté, ou alors le gris si c'est ambigu entre les trois, ou bien le noir si c'est complètement différent. Et au final, on arrive à représenter la diversité sous une forme comme ça, c'est-à-dire ici, on a le chromosome 2, on a les variétés Indica qui sont en majorité rouges, les variétés House qui sont en majorité jaune, les variétés
japonica qui sont en majorité bleus, mais on a des couleurs intermédiaires. Par exemple, ici, on a une zone qui, visiblement, est partagée entre les variétés indica et certaines variétés house, qui donnent une couleur orange. Ici, on a des couleurs violettes. Ici, on a des couleurs grises ou des couleurs vertes. Et au total, on a près de la moitié du génome qui est partagé entre les groupes. L'autre moitié est spécifique au groupe. Et ici, on a le groupe des basmati, là-haut, qui est visiblement issu de plusieurs, qui est intermédiaire entre les autres, mais qui a des plages du génome qui sont noires, c'est-à-dire qui sont indépendantes de ce système de 3 références, et qui viennent probablement d'autres populations. Ça peut être des riz sauvages qui étaient là et qui ont échangé avec les riz cultivés, qui ont apporté du nouveau, qui n'est pas représenté dans les autres formes cultivées, et qui peuvent être facteurs de caractéristiques tout à fait spécifiques de ces riz basmati. Ensuite, on peut continuer en disant « Ok, j'ai regardé à l'échelle de l'espèce, j'ai mes 3 couleurs, j'ai mes couleurs intermédiaires, je comprends mieux ce qui se passe. Ici, j'ai une magnifique introgression qui vient de Indica ou House dans ces variétés à dominante japonica. Ok, il y a eu des échanges de gènes, il y a un morceau qui est resté. Voilà. Mais par contre, je vais m'intéresser à ce qui est bleu pour savoir si dans le bleu, il y a des choses encore révélables. Et donc, je vais faire un exercice sur Japonica à la couleur bleue, dans toutes les zones du génome qui sont bleues. Et ce qui se passe, je fais l'histoire courte. Sur cette représentation, on a le même chromosome, mais avec d'autres couleurs. Et ces couleurs sont cantonnées à la partie Japonica. Et les parties qui n'étaient pas typiquement Japonica sont devenues blanches. Et ces couleurs-là représentent différentes sources, différents courants de diversité qui sont révélés par cette analyse qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, on a un courant qui est concentré dans des variétés himalayennes qu'on retrouve ici, du Bhoutan qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve aussi, dont on retrouve aussi des échappées dans d'autres formes variétales, d'autres zones géographiques. On appelle ça des courants parce que ce n'est pas quelque chose de carré, ce n'est pas un groupe nouveau, c'est des choses qui se baladent dans les ressources génétiques et qui peuvent être organisées horizontalement ou verticalement et qui ont une importance tout à fait significative pour la diversité de l'espèce. Et donc, quand on situe ça sur la carte de l'Asie, que vous ne voyez pas, bon, on ne voit pas la carte, donc en fait, chacun de ces courants a une distribution géographique un peu particulière, et donc on peut en faire la carte, la représentation sur une carte de l'Asie, et je passe puisqu'on ne voit pas la carte de l'Asie. Et donc, au final, alors qu'on se représentait la diversité comme ça, c'est-à-dire 3 domestications et des échanges entre les résultats de ces 3 domestications, maintenant, on peut dire que même quand on regarde un groupe a priori homogène, on a encore de l'hétérogénéité qui se révèle et qui correspond très probablement à d'autres contributions plus anciennes venant de populations qui ont pu disparaître ou qui étaient sauvages à l'époque et qui se concrétisent sous la forme d'une mosaïque de couleurs à l'intérieur de la sous-espèce japonica. Donc pour faire un parallèle, l'espèce humaine, on sait maintenant qu'elle a des fragments, enfin l'Homo sapiens, dans Homo sapiens, on retrouve des fragments issus d'Homo sapiens lignée directe et des fragments, quelques pourcents, qui viennent de Néandertal, une autre espèce à l'époque, ou qui viennent d'une origine dénisovane, qui sont responsables d'adaptations particulières de certaines populations humaines. Si je ne me trompe pas, les Sherpas du Tibet sont souvent porteurs de fragments d'ADN qui viennent de cette autre espèce. Et donc l'espèce humaine, elle-même, est riche de différentes fondations. L'espèce riz
et connaît ce même phénomène, mais à une échelle bien supérieure. Les végétaux sont très forts pour accumuler pour tolérer ce genre d'échanges et les accumuler et les bonifier. C'est pour ça qu'on a des plantes polyploïdes ou on a des plantes comme le riz qui ont une base génétique très large, tout à fait intégrée dans des populations modernes. Voilà, donc même le groupe Japonica, qu'on se représentait comme le produit d'une domestication, on prélève, ça fait un goulot d'étranglement, ça devient tout petit par rapport à la diversité du riz sauvage. Ben non, même lui a, depuis des millénaires, accumulé par injection successive des choses issues d'une base génétique tout à fait large. Alors je vous parlais de transversalité, je n'aurai pas beaucoup de temps pour l'illustrer, mais j'ai quelques images pour illustrer la fécondation croisée avec des disciplines différentes, comme l'archéologie ou la paléoclimatologie, qui permet de décrire, de faire des hypothèses sur l'évolution des populations de riz. Alors ici, la bande jaune, c'est la limite nord extrême de la diversité, de la répartition des riz sauvages. Les espaces verts sont les refuges dans lesquels les populations sauvages ont été cantonnées à la fin du Pléistocène, quand il faisait froid. Donc elles sont descendues vers le sud. Donc ça a ça a isolé des populations, ça les a séparées les unes des autres, ça a donné de la structuration. On a eu des riz sauvages qui ont évolué en Inde ou en Sri Lanka, d'autres... Enfin, vous voyez, je ne vous fais pas le dessin. Et puis, il y a plusieurs endroits où on a trouvé des restes de riz cultivé. Donc, le riz cultivé, c'est défini comme un riz qui a à sa base les moyens de ne pas tomber, hein, la déhiscence des épillets est le critère numéro 1. Et donc, on a des riz cultivés qu'on a trouvés. Les plus anciens sont ici, en Chine. Et on en a d'autres ici. Tout ça, c'est plus tôt que moins 2500 avant Jésus-Christ. Et ensuite, on a pu tracer différents mouvements et tracer d'autres mouvements plus tardifs, mais toujours avant Jésus-Christ. Et on a une idée de la diversification des voies de mouvement des populations de riz. Les mêmes auteurs travaillent sur l'association avec les populations humaines. Donc là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous avez des études de coïncidence entre population humaine et distribution des riz irrigués au fil du temps. Avant, c'était 4000 avant Jésus-Christ, là c'est 2000, et puis on fait ça tous les 1000 ans. Et ça permet de visualiser les mouvements anciens des populations de riz en conjonction avec les mouvements des populations humaines. Un autre type d'étude, c'est celui de la linguistique, l'identité ethnolinguistique des domesticateurs du riz. Ah bah tiens, c'est traduit en français, bah c'est ça. L'identité ethnolinguistique des domesticateurs du riz asiatique. C'est un linguiste suisse qui travaille là-dessus, qui est un spécialiste des langues de l'Himalaya. L'Himalaya est un lieu d'effervescence linguistique très important. Et donc, il combine des études de diversité de riz avec des études linguistiques et des études de diversité humaine et des études de diversité animale. Et donc, tout ça nous permet de tendre vers une image plus objective, plus précise, probablement plus conforme à la réalité historique. Et donc ce sont l'interface entre génétique et sciences humaines est extrêmement féconde et c'est très intéressant de travailler là-dessus. Maintenant, je voulais vous proposer un zoom génétique sur le riz basmati. Le riz basmati donc, est caractérisé par plein de choses, dont l'arôme. L'arôme, on sait qu'il est dû à un gène donné qui code la bétaïne aldéhyde déshydrogénase.
dont la mutation arrête une chaîne biochimique et produit l'accumulation d'un composé qui s'appelle le 2-acétyl-1-pyroline et qu'on retrouve dans beaucoup de plantes aromatiques, donc qui s'accumule et qui produit l'arôme. Et on a étudié la diversité allélique, donc ce gène-là a différents allèles, et on regarde la diversité dans l'espèce, et on s'aperçoit qu'il y a un allèle particulier qui est muté du fait d'une délétion des 8 paires de bases. Donc il y a 8 paires de bases qui manquent dans ce gène, ce qui fait que ce gène ne marche plus. Donc le produit en amont s'accumule, ça fait de l'arôme. Et cette délétion est partagée par les variétés basmati et les variétés thaïlandaises aromatiques. Donc ici, vous avez une illustration de ce que je viens de vous dire. Dans un locus particulier du chromosome 8, à cette coordonnée-là, on a 8 paires de bases qui manquent dans un gène, et ceci induit l'arôme du basmati, du jasmine ou d'autres variétés sous forme d'autres préparations. Et on étudie ça avec des étudiants en master, c'est des travaux pratiques qu'on leur fait faire. On étudie la diversité génétique et on regarde où se trouvent ces délétions. Donc ça, c'est la structure de la diversité avec toutes les classifications que vous connaissez maintenant. Et on s'aperçoit que la mutation est concentrée ici et ici. Et quand on regarde non plus sur l'ensemble du génome, mais sur un mégabase autour de la mutation, on voit une structure différente de l'espèce, avec quand même les mêmes concentrations, mais on voit que les délétions se retrouvent, les variétés qui portent les délétions se retrouvent plus proches que quand on prend l'ensemble du génome. Et quand on va encore plus près, c'est-à-dire qu'on prend 10 000 paires de bases de part et d'autre, un segment de 10 000 paires de bases autour du gène, on s'aperçoit que les variétés qui portent la délétion se retrouvent confinées, concentrées ici, qu'elles soient d'origine basmati ou d'origine indica, elles se retrouvent toutes autour de japonica. Et donc là, on a quelque chose d'intriguant parce qu'on a une image locale qui est différente de l'image globale de la diversité. Et l'interprétation est la suivante. Imaginez que ce sont des chromosomes variables de différentes formes de riz, que tout à coup intervient une mutation dans une forme donnée, qui est peinte en vert clair, et cette mutation, grâce à des échanges, se retrouve présente dans différentes formes, mais toujours accompagnée de l'environnement initial dans lequel elle a émergé. Quand il y a échange de gènes, on fait un hybride, et puis il y a des crossing over, des recombinaisons qui se pratiquent, et on a des fragments qui bougent. Ce n'est pas des points qui bougent, c'est des fragments. Et donc ici, on a un fragment qui a été introgressé dans différentes formes initialement différentes, et au final, on passe d'une structure où il y a la mutation dans son environnement d'origine à la mutation présente dans différentes formes variétales différenciées, mais que si jamais on regarde autour du gène, on va retrouver que ces mutations sont dans un environnement unique. Et donc, l'interprétation finale, c'est que l'arôme du riz vient d'une mutation unique intervenue dans un riz japonica et propagée dans d'autres fonds génétiques grâce à la sélection par les agriculteurs. Je dis grâce à la sélection par les agriculteurs, c'est parce que cette mutation-là n'est pas profitable à l'état sauvage au riz qu'il apporte. C'est quelque chose qui marche mal, c'est un défaut. Par contre, ça fait quelque chose qui est apprécié par les populations humaines, qui est repéré par les agriculteurs et qui est donc sélectionné par les agriculteurs. Et au fil des générations, on a chaque année, on peut avoir un peu d'hybridation naturelle et on a production
populations différentes, qui sont variables et qui font l'objet d'une sélection par les agriculteurs. Et par ce biais-là, une mutation trouvée utile par les agriculteurs, même si elle est un désavantage à l'état sauvage, peut se propager dans différents fonds génétiques tout à fait différents. Et c'est ce qui s'est passé pour l'arôme des riz. Voilà. Donc, après, on peut voir des éléments de discussion autour de ces phénomènes-là. Par exemple, l'histoire des plantes cultivées est largement déterminée par des objectifs de commerce, de valorisation commerciale. Et on peut se poser la question, d'où vient ce gène-là? Est-ce qu'il est à moi? Est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il a émergé dans mon pays? Est-ce que je peux le breveter? Est-ce que je peux le transformer en propriété intellectuelle? Des choses comme ça. Ça fait partie de la rubrique des risques. Hein. Mais vous avez entendu probablement parler de l'épisode du Texmati. C'est une boîte privée américaine qui a tenté de breveter un riz aromatique qui a tenté de breveter le riz basmati, ce qui a induit des protestations au plus haut niveau politique. L'Inde a réagi et finalement ça a été abandonné, mais on voit les choses toujours potentiellement poindre. Et donc, on a des questions intéressantes autour de la diversité, comme comment valoriser quelque chose de très profitable. J'ai des collègues au CIRAD qui réfléchissent à l'institutionnalisation des indications géographiques, qui pourrait être une voie de stabilisation de l'agitation induite par ces perspectives de valorisation potentielle. Le marché du riz basmati représente plus de 10 milliards de dollars chaque année. Et si on extrapole sa progression, dans 10 ans, il représentera 30 milliards de dollars. Donc vous imaginez tout ce que ça peut induire comme réflexion. Donc il faut que j'accélère. Je vais vous proposer de passer un petit moment à Madagascar, juste pour dire déjà que Madagascar, avec tout le riz qu'il y a, si on fait des petits calculs, avec des taux de mutation de 10,8 par génération et par base, comme il y a 20 plants par mètre carré et qu'il y a plus d'1 million d'hectares à Madagascar, on a pour chaque point du génome 2500 mutants qui sont créés chaque année à Madagascar. Ça relativise tout ce qu'on peut appréhender comme évolution génétique. Chaque année, il y a dans chaque point du génome 2500 mutants qui sont créés à Madagascar. Dans le monde entier, c'est bien sûr amplifié. Donc ça donne la mesure de la diversité en permanence en cours de production. Madagascar est particulièrement intéressant parce que ça a des populations composites qui viennent d'Asie du Sud-Est ou qui viennent d'Asie du Sud à différentes époques. C'est particulièrement intéressant parce qu'on peut y lire une littérature française qui date de l'époque coloniale, de l'agriculture coloniale à l'agronomie tropicale. Donc vous avez des collections qui sont disponibles. Et quand on lit ça, c'est un vrai régal. Donc c'est accessible sous forme simple, digitalisée. On peut lire tout ça. On peut voir ce que les agronomes français avaient en tête à l'époque. Leur préoccupation, c'était de repérer les variétés malgaches susceptibles d'occuper une place importante sur le marché mondial et de concurrencer la variété américaine qui s'appelait Carolina Gold, qui était peut-être venue de Madagascar, en passant, et qui envahissait les marchés européens. Et donc des enjeux de commerce international motivaient les agronomes pour regarder, étudier, faire un inventaire des ressources biologiques systématiques à Madagascar, y compris des ressources génétiques riz. Ici, en haut, vous avez un extrait qui montre que, selon la variété, le prix sur le marché peut aller du simple au double. Donc les enjeux étaient réels. Et puis, l'action
Donc il y avait lien avec des préoccupations au Vietnam, autre colonie française. Et ici, vous avez un résumé des préoccupations. Donc marché d'exportation, purification variétale, pour que les usiniers puissent faire marcher leurs usines de façon simple et des produits de qualité constante. Donc on purifie les variétés au champ. On se rend compte, ce faisant, qu'on prend des risques. C'est explicitement formulé. Les mélanges variétaux ont des avantages car ils recèlent une diversité dans le champ et donc ont un pouvoir tampon par rapport à des contraintes ou des risques qui sont infiniment supérieurs. On note aussi la conscience de l'importance de la sélection participative, c'est-à-dire qu'il faut impliquer les paysans dans cette sélection. Il y a mise en place de concours agricoles et de reconnaissance des agriculteurs. Donc ici, vous avez des réflexions qui sont magnifiquement transcrites par des agronomes français qui montrent que des préoccupations d'aujourd'hui étaient déjà explicites à l'époque, mais à l'époque, on a délibérément avancé vers la purification des champs pour une intégration industrielle. Aujourd'hui, on est en train de voir d'autres choses. Et donc là, c'est mon livre de chemin en ce moment. L'agroécologie peut nous sauver. Marc Dufumier, professeur a été professeur à l'Institut national agronomique d'agriculture comparée. Et il a coécrit ce livre. Et j'ai sélectionné une page que je vais vous résumer parce que je n'ai pas le temps là. Mais jeune étudiant, il a fait une année de césure. Il est allé en stage à Madagascar pour apprendre aux agriculteurs comment on cultive le riz. Et en fait, il a appris comment on cultive le riz, venant d'eux. Il était chargé de cultiver la variété IR8 avec les engrais et les pesticides associés. Et donc, vous pouvez lire tout ce qu'il a découvert, que cette variété, avec son corpus de techniques, causait des dommages énormes à des choses aussi importantes que des escargots ou des grenouilles, des poissons, des canards, qui étaient source de protéines complémentaires pour les populations, que sa nouvelle façon de planter, qui impliquait beaucoup de travail à une certaine époque, empêchait les femmes de contribuer à la récolte du café, ce qui faisait causer des pertes de café, etc. C'est-à-dire que l'importance du système agraire par rapport à la réflexion unique autour d'une variété. Changement d'une variété, qu'est-ce que ça induit ? Et il faut s'ouvrir l'esprit quand on veut porter une innovation ponctuelle dans un système complexe. Donc, pour finir, je voulais vous partager certaines tendances qu'on voit aujourd'hui, qu'on peut juger source d'opportunités ou de risques. D'abord, notre projet sur les 3000 riz a été mis en place par deux esprits éclairés, qu'on peut remercier pour leur vision. C'était en 2010, et maintenant on a la chance d'avoir toutes ces ressources pour faire toutes ces recherches intéressantes. Et l'IRI, qui est un des acteurs, a mis en place un portail informatique qui permet d'aller récupérer toutes ces informations. Nous tous, moi, tous, vous pouvez aller chercher les séquences de tous ces génomes sur leur totalité, sur des gènes très particuliers, des gènes d'arôme ou vos gènes favoris. Vous pouvez récupérer ces informations. Donc l'idée, c'est de compléter ces informations génomiques avec des informations adaptatives sur les phénotypes, ce qu'on appelle les phénotypes, c'est-à-dire les comportements des variétés dans des environnements, de façon à, en faisant un consortium, rendre accessible à plein d'acteurs cette base d'informations sur la diversité génétique, diversité phénotypique, qui nous permet de relier tout ça de façon à mieux comprendre la biologie et l'adaptation de l'espèce. Donc ça, c'est très bien. Ça permet de mobiliser de nouvelles générations de chercheurs, étudiants ou jeunes chercheurs,
et ça induit des projections dans le futur. L'idée, on a 3000, l'idée serait de passer à 10 000, ou comme première étape pour passer aux 100 000, c'est-à-dire séquencer tout, et rendre tout ça accessible, et on généraliserait ça pour toutes les espèces d'intérêt agronomique. Et ça, c'est le message, l'objectif porté par l'organisme qui s'appelle DeepSeek, enfin l'initiative qui s'appelle DeepSeek pour Diversity Seeking, qui est un club d'organismes publics qui sont sensibilisés à ces opportunités-là et qui donc travaillent à mettre en phase différents outils pour que la communauté internationale soit très efficace pour valoriser toutes ces possibilités-là. Quand on parle d'outils, c'est de la bioinformatique de haut vol. Et on a beaucoup de choses à faire de façon très rigoureuse. Et on a différents groupes de travail. Le problème, c'est que DeepSeek, qui est une initiative de la recherche publique, ça, c'est pas un problème, mais les 68 membres, dont l'INRA et le CIRAD, ont très très peu de membres du Sud. C'est-à-dire qu'on est en train, on risque de reproduire, reconduire un fossé technologique entre des pays dits développés et des pays en développement, en produisant une ressource que seuls les pays mieux munis des capacités pourront valoriser. Et donc face à ça, nous essayons au CIRAD, dans la recherche publique française, de mobiliser la recherche sur l'analyse de données, de former les étudiants du Nord et du Sud à ce type de recherche, en même temps de sensibiliser tout le monde aux différentes sorties possibles de ces recherches. Ça peut être l'analyse et la valorisation de la diversité, mais ça peut être aussi des choses comme l'ingénierie génétique, l'édition du génome. Quand on acquiert de l'information, on peut vouloir l'utiliser pour modifier les génomes. Et donc, quel genre de questions ça pose? On met ensemble des gens venant d'horizons différents, des gens des sciences biologiques, des gens des sciences humaines, et on discute dans le cadre de formation internationale. Et on fait ça aussi dans le cadre de dispositifs partenariaux avec nos partenaires africains. Donc on essaye de participer au mouvement de mobilisation de la science pour une meilleure valorisation de la diversité génétique, de la biodiversité, mais on essaye d'amener avec nous des gens qui sont importants. En général, la diversité génétique vient des pays du Sud et il est tout à fait logique d'essayer d'amener tous ces pays du Sud parmi les acteurs qui seront capables de valoriser tout ce qu'on peut imaginer de valoriser. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je termine par mentionner que j'ai parlé de la diversité du riz comme un généticien. Vous avez entendu parler de beaucoup de génomes, surtout de génomes, mais qu'il y a des ouvrages qui regardent les autres dimensions de la diversité, en particulier la diversité culturelle. Le riz est consommé sous des formes infiniment diverses et a des usages tout à fait codés, tout à fait particuliers, dans certaines cérémonies religieuses, dans certaines cuisines de haut niveau, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions et de documentation autre que la génétique pour qualifier, caractériser la biodiversité du riz. Moi, j'ai apporté un regard de généticien. À ce stade, ce n'est pas la peine que je reprenne mes conclusions. J'ai essayé de vous promener dans différentes choses et je pense qu'il est important de garder du temps pour la discussion. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai content de participer à des échanges en continuant la discussion. Merci. À côté de mon merci, il y a une affiche qui illustre un effort de rapprochement entre science et art grâce à certaines personnes, Nathalie Le Gall ou Myriam Pérez de Moulin, qui organisent des événements où on essaye de changer les rapports, de travailler les rapports entre formateurs et formés autour d'ateliers
qui nous sortent de nos configurations quotidiennes. C'est à saluer aussi. Merci Jean-Christophe Glassman. La diversité du riz, c'est un petit peu un symbole de la diversité humaine au fond. C'est très variable et ce qui était particulièrement passionnant, c'est de savoir qu'un caractère comme les arômes du basmati se trimballe avec tout son petit génome en dessous. Et donc il multiplie la diversité à l'infini. Alors que ça, pour nous, il y a le riz et puis il y a le basmati. Et on a l'impression que ce n'est pas la même chose. C'est une variété, c'est quelque chose de particulier. Donc, et l'autre chose que j'ai bien cru comprendre, c'est qu'en fait, la recherche publique au niveau mondial, elle s'attache à ne pas, dans le grand débat sur le brevetage du vivant, on est plutôt parti sur l'idée des identifications protégées. Et ce n'est pas la même chose. Entre un brevet qui a la propriété d'une personne et la reconnaissance d'un territoire et d'une société à fabriquer un produit qui crée son identité, comme pour le vin ici. Donc, et ça, on peut scientifiquement commencer à le qualifier. Est-ce que j'ai bien compris? Disons qu'on y travaille. C'est pas simple du tout. Je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. J'ai des collègues spécialistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se cantonner au génotype, au génome de la plante pour réglementer ou organiser des choses aussi importantes que des marchés du basmati. Non, je pense que le mieux, c'est de lire ces articles. Il y a autour des appellations contrôlées, il y a des rapports de force entre communautés de nature diverses, entre l'État, des organisations paysannes, des organisations de consommateurs, des industriels, qui sont telles qu'on en est à tester la faisabilité et décrire les difficultés ou les possibilités de ce type d'approche-là. C'était ça le témoignage de nos collègues chercheuses au CIRAD. Les variétés de la Révolution verte ont été obtenues par allopolyploïdisation ou par transgénèse? Les variétés de la Révolution verte ont été obtenues par amélioration conventionnelle, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire par croisement. On a repéré dans les ressources génétiques une variété qui avait une conformation particulière qu'on a croisée et on a ensuite rétrocroisé pour garder l'essentiel du génome des autres variétés en ayant juste intégré ce gène qui transforme l'architecture de la plante. Et ça, on l'a fait par croisement, hybridation classique, comme le font les sélectionneurs dits conventionnels. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. Voilà, ma question est la suivante. Quand je suis allé en Indonésie, on m'a parlé de riz de première catégorie et de riz de troisième catégorie. Curieusement, on ne m'a jamais parlé de la deuxième catégorie. Alors je voudrais savoir quel est le lien avec ce que vous nous avez présenté. Est-ce qu'il y en a un seulement? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un évident. Ce qui est sûr, c'est que la diversité des riz est tellement importante que va de pair avec une diversité des cultures et des goûts. Le riz apprécié par les Japonais n'est pas du tout le même que le riz apprécié par les Indiens, etc. En Indonésie, il y a très probablement des habitudes, des goûts, des habitudes culturelles, des réflexes qui sont tels que moi, sans être allé en Indonésie, sans avoir regardé les variétés, je ne sais pas ce que veut dire première catégorie ou troisième catégorie. La qualité est extrêmement spécifique à la zone géographique où on se trouve.
ça contribue à l'entretien de la biodiversité. Bonsoir monsieur, merci pour votre présentation. D'après Madame et Monsieur Bourguignon, les intolérances au gluten viennent des croisements des blés. Est-ce que cela existe ou pourrait exister pour le riz? Je ne pense pas. Le gluten, si je ne me trompe pas, fait partie des molécules qui améliorent la capacité du blé, de la farine pour la panification, l'élasticité. Et ça, ce n'est pas du tout une question pour le riz. Et je ne sais même pas s'il y a du gluten dans le riz, dans le grain de riz. Donc normalement, à force de croisement... Non, bon, ce qui est arrivé chez le blé, c'est qu'on en a accumulé, comme c'était considéré comme quelque chose de favorable pour le pain, on en a accumulé tellement qu'il y en a trop maintenant pour une partie d'entre nous. Mais chez le riz, je doute qu'on risque ce genre d'évolution, puisque ces molécules ne sont pas particulièrement impliquées dans la qualité. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé à la fin de votre exposé du fossé technologique entre les pays du Sud et je ne sais pas comment vous avez qualifié ça, les pays du Nord qui travaillaient sur la technologie. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Comment les pays du Sud en fait pourraient se défendre, puisque c'est de là qu'est issue apparemment la richesse des variétés. En parallèle aussi par rapport à l'Inde dont vous avez parlé, qui s'est défendue par rapport à cette entreprise américaine. Comment font ces pays du Sud, qui sont à la fois propriétaires historiques, on va dire, enfin si je puis dire, de cette richesse, pour rentrer dans le jeu de cette... pour ne pas être marginalisés, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à votre expérience? Alors, il y a des arènes internationales dans lesquelles ce genre de questions est traité. En particulier, le traité international sur les ressources phytogénétiques, qui est une initiative qui dépend de la FAO et qui est le lieu où les représentants des différents pays se rencontrent régulièrement pour discuter de ces questions d'accès aux ressources phytogénétiques, de partage des avantages, de retour pas sur investissement, mais de retour pour les pays d'où sont originaires le matériel qui sont utilisés. Donc ça fait l'objet de discussions très importantes. Les dernières ont abouti à ce qu'on appelle le protocole de Nagoya. Mais c'est un jeu de rapport de force très important. Il y a deux visions principales qui existent, qui coexistent. Il y en a une qu'on qualifie qu'on rattache à l'UPOV, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales, qui est ce qui régit l'amélioration variétale en Europe, par exemple, et qui reconnaît le droit d'un obtenteur sur l'assemblage et non pas sur les composantes. Et donc, un obtenteur a la capacité de défendre son travail sur la base de la variété, mais pas sur ce qu'il y a dedans. À l'opposé, il y a le droit américain qui permet de breveter des composantes. Alors ça, c'est quelque chose de complexe et de mouvant. Donc je risque de dire des bêtises si j'en dis plus. Mais il y a deux visions qui s'opposent. C'est particulièrement activé depuis la Convention sur la biodiversité de Rio, qui a mis les problèmes sur la table. Et ça fait vraiment l'objet de discussions très importantes. L'initiative d'IFSIC est regardée avec beaucoup de suspicion. Nous, chercheurs sierradiens, sommes entre les deux, essayons de jouer un rôle de constructif, je ne dis pas d'intermédiaire, mais de constructif pour essayer de faire en sorte que ces deux systèmes puissent coexister ou être en synergie. Notre approche en particulier vis-à-vis de ce fossé technologique qu'on risque de renforcer, c'est la formation. La puissance
des technologies aujourd'hui vient des capacités de séquençage qui sont essentiellement réservées à des grands laboratoires du Nord, et aussi aux capacités de phénotypage qui font l'objet d'énormes investissements pour décrire les plantes sous toutes les coutures, dans tous les environnements différents, dans des systèmes robotisés, etc. Il y a aussi d'autres façons de regarder les plantes au champ. Et ça, les champs, il y en a beaucoup dans les Suds. Donc, une fois que l'information est accessible au public dans des grandes bases de données, comme DeepSeek entend le faire, cette information est à la disposition du public. Et si on réussit à former des écoles, par exemple des écoles de bioinformatique dans les pays du Sud, ces pays n'auront plus besoin de combler le fossé technologique autour de la technologie du génome, pourront immédiatement utiliser l'information produite pour la mettre en relation avec des comportements dans leur milieu, dans leurs environnements, et de ce fait-là, probablement rattraper un peu ou ne pas laisser ce fossé exister. Donc c'est ce qu'on espère en activant les initiatives qui visent à partager cette connaissance et partager les outils informatiques, mathématiques qui sont nécessaires pour faire ça. Après, il y a d'autres façons d'agir. On peut aussi militer pour des investissements génomiques dans les pays du Sud. Il y a des possibilités de plateformes, de concentration, de partage de plateformes dans différents endroits. Il y a plein de façons de travailler. Dans notre domaine, la formation est quelque chose de très important. Parmi nos moyens. Voilà, je voudrais savoir ce que représente la production de riz de Camargue aux Français par rapport à la consommation. Par rapport à la consommation, ce qui se consomme en France. Je ne suis pas spécialisé là-dessus, mais je crois que il y a peut-être 20 000 hectares en Camargue, et c'est une production infime par rapport à la consommation. Et comme variété il y a des variétés... Est-ce que les colonies indo-chinoises et tout ça auraient apporté leur variété Non, il y a des variétés qui sont créées en Camargue par le Centre français du riz, qui est une émulation interprofessionnelle et qui crée régulièrement des variétés. Alors, je ne les ai pas en tête, mais la Camargue est un environnement tout à fait particulier, avec le Mistral en particulier. Et il y a des réseaux européens d'échange de variétés entre l'Italie, l'Espagne, la France et d'autres pays qui contribuent à faciliter l'amélioration variétale. Mais c'est vraiment une frange tout à fait particulière. C'est du japonica tempéré, très tempéré. Donc la diversité génétique qui peut être valorisée est limitée. On essaye d'utiliser des variétés japonica d'autres régions. On a essayé de faire du riz aromatique. À ma connaissance, c'est pas encore... Il n'y a pas de variété de ce type-là qui soit commercialisée sur le marché français. Merci. Je vais peut-être me faire gronder par mes amis sélectionneurs qui auraient beaucoup plus de choses à dire sur le matériel créé en Camargue. Bonsoir. Je viens de faire un séjour au Gabon et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de production locale de riz développée. Au supermarché où j'ai été, le seul riz que j'ai trouvé, il venait du Vietnam en passant par la France. Est-ce que cela vous choque ? Est-ce que pour vous, le riz devrait être cultivé partout, pouvoir nourrir localement et pas avoir recours à ce type de commerce qui est catastrophique sur le plan de l'environnement, je pense. C'est une question difficile. Alors, je peux poser différemment. Ouais.
est-ce qu'on peut cultiver le riz partout, enfin, dans tous les pays du Sud, comme solution, enfin, contre la malnutrition? Ou est-ce qu'il y a des entraves? Est-ce qu'il y a un facteur qui explique qu'on soit obligé de le faire venir de plusieurs milliers de kilomètres? On doit pouvoir. La situation, je pense, est que les populations, sous des influences diverses, changent leur type de consommation, changent leurs préférences. Et la préférence, enfin, le goût pour le riz est probablement quelque chose de récent. En Afrique, il y a du sorgho, il y a du mil. Le riz, le goût pour le riz et le goût pour le maïs sont des choses récentes qui se sont renforcées avec peut-être sous l'influence des marchés mondiaux, et la consommation est en train d'être modifiée. Il est difficile de se dire je vais modifier l'agriculture pour produire en fonction de l'évolution récente des goûts des populations. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, l'amélioration du riz est une priorité parce que les gens mangent de plus en plus de riz par rapport au sorgho et au mil, et c'est une priorité explicitement formulée par l'Institut sénégalais de recherche agronomique. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite des aménagements qui sont coûteux, qui sont risqués, qui peuvent, eux, induire des problèmes sur l'environnement. Il n'y a pas beaucoup d'eau, faire du riz irrigué, etc. Donc c'est quelque chose de compliqué. Je ne mettrai pas de morale là-dedans. Je suis désolé que la balance commerciale de pays qui sont en situation difficile soit encore détériorée par les changements de consommation en faveur du riz ou du maïs. Mais voilà, on n'y peut pas grand-chose. On ne peut pas forcer les gens de manger. Non, mais dans le cas du Gabon, il est clair qu'il y a un manque d'initiative locale. Alors, est-ce que on peut trouver un type de riz pour tous les climats, ou même quand il y a des contraintes au niveau des sols? Est-ce que vous pensez que peut-être une bonne raison qu'ils n'y soient pas capables de cultiver du riz dans un pays comme le Gabon, c'est lié au fait que c'est pas, il n'y a pas de type approprié? Donc je dirais qu'il doit y avoir des riz adaptés à toutes les situations africaines. Par contre, la maîtrise de l'irrigation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est plutôt là que se trouve la difficulté que dans l'existence de variétés adaptées au sol, au climat. C'est la gestion de l'eau qui me semble la plus difficile. Je ne connais rien, juste sur ce sujet, je ne connais rien au riz et je ne connais rien au Gabon, donc je vais dire des choses qui ne sont probablement pas adaptées à votre question, mais il y a aussi la réalité des marchés internationaux et de la façon dont certains pays vendent des surplus dans des pays où le coût de production, compte tenu des modes de commercialisation, des capacités de stockage, de conservation et tout ce qu'on veut, fait que les petits paysans n'arrivent pas à produire localement. Alors, c'est peut-être pas du tout vrai sur le riz au Gabon, mais à la réserve près de ce que vous avez dit sur la maîtrise de l'irrigation, mais je pense que pourquoi est-ce qu'on ne produit pas un produit quelconque dans un pays en Afrique peut s'expliquer pas seulement par l'existence d'une plante au bon génome. Vous avez tout à fait raison, à mon avis. Sans compter l'intérêt des importateurs quand ils sont ministres. Ou même quand ils ne sont pas ministres. C'est ça que je voulais dire. Au Sénégal, c'est pareil. Au Sénégal, il y a un petit périmètre irrigué de riz, mais la bourgeoisie sénégalaise préfère manger du riz plutôt que du sorgho. Moi, ça m'est arrivé maintes fois. Alors, le sorgho est l'alimentation traditionnelle, avec le mil et le niébé. Et ça, ce sont des comportements alimentaires. D'autre part, il faut savoir que c'est le Vietnam qui est exportateur massif de riz dans le monde entier, y compris au Japon.
Le riz qu'on mange au Japon, il vient du Vietnam. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des cargos entiers qui se déplacent. Donc on est dans une économie qui est mondialisée, et il y a des défaillances et des trous dans les raquettes, à droite et à gauche. Moi, ça me gêne un peu quand même, mais quand vous voyez la taille, la superficie occupée par Tokyo, dans la grande plaine c'est quand même une ville absolument gigantesque, Tokyo, on n'a pas idée. Donc on est sur le monde change, et il change tous les jours. Alors il y a des prises de conscience. Actuellement, en Afrique, il y a des Africains, des Sénégalais, des Gabonais qui sont interpellés par ça et qui tentent autre chose, mais qui tentent de revenir aussi à des cultures historiques. Je pense notamment au sorgho. Enfin, je ne sais pas, Jean-Christophe, mais c'est pas simple. C'est pas simple quand vous êtes face à un marché qui est où on a tendance à vouloir. Bon, je l'ai vu avec y compris l'aide alimentaire. C'est plus facile de faire venir du riz pas cher du Vietnam que de cultiver localement parce que ça a été oublié. Or, par exemple, il y a à Thiès une collection, c'est pas à Thiès, c'est au-dessus, une collection de sorgho de grande qualité, entretenue à la force de la volonté et du poignet de paysans locaux et de techniciens agricoles locaux, et qui font ça comme ils peuvent avec le soutien de l'État sénégalais. Mais oui, l'économie est mondiale, le monde est mondial, et c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc se dire qu'il faudrait que finalement ils mangent du riz plutôt qu'ils mangent du riz cultivé localement, c'est pas forcément dans l'habitude alimentaire des Gabonais de manger du riz. Ça peut être autre chose. Mais il y a une submersion du marché, c'est un fait. Et le Vietnam, aujourd'hui, submerge le marché du riz. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, j'achète du riz de Camargue. Et ça m'est un peu égal de savoir le cultivar. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les gens qui cultivent. Oh, quand même. Non, oui, d'accord, je sais bien, mais bon, il faut bien se lâcher un peu. Il y avait quelqu'un là-haut tout à l'heure. Tout à l'heure, monsieur, vous avez fait le choix de nous montrer la page d'un livre, qui est d'ailleurs en vente dehors. Et j'ai été surpris de voir que c'était sur le fameux IB8 de mémoire. Et la personne parlait de l'utilisation de pétrochimie qui avait fait grand mal, au final, à ces paysans. Ça veut-il dire que vous n'aviez pas pris en compte l'utilisation de la pétrochimie ? C'est la variété IR8 pour International Rice. IR8, pardon. IR8, donc la révolution verte, c'est un paquet technologique dans lequel il y a des semences, de l'engrais et des pesticides. Pas immédiatement, mais assez rapidement, ça a été obligatoire. Donc la doctrine, ça a été le paquet technologique et la politique nationale pour organiser la filière, l'acheminement de tous ces produits qui sont nécessaires. Ça s'est passé comme ça en Asie, dans des États particulièrement bien maîtrisés, où on a pu, à coup de subventions et d'organisation de filières, rendre cette dissémination possible. Dans un milieu où les gens n'ont pas recours spontanément aux engrais. La pétrochimie, c'est ça, c'est les engrais. C'est dérivé de la pétrochimie. Et ces systèmes-là sont multifonctionnels. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et le paquet technologique perturbe complètement ces systèmes traditionnels. C'est ça qui est dit. Je ne sais pas si j'ai... Non, pas tout à fait. Peut-être que je vais repenser ma question. Au final, l'utilisation d'engrais chez ces personnes-là a complètement changé leur façon de s'alimenter. Ça a tué les grenouilles, les canards, les machins. Ça veut dire que ça, en amont, vous ne l'aviez pas réfléchi ? Vous, Non, mais j'ai ma vision actuelle, mais peut-être qu'à l'époque, il y a 40 ans ou il y a 30 ans, on voyait différemment, je ne sais pas. Bon, d'abord, je pense que les paysans localement ont convaincu le jeune agronome que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, et donc ça ne s'est pas fait. Après quelques essais, on a vite vu que c'était inadapté, et je pense qu'on peut dire que la révolution verte dans le système traditionnel africain n'a eu aucun impact. Il n'y en a pas eu. Parce que ces systèmes-là ne se prêtaient pas à cette diffusion d'un progrès technologique sous forme de paquets
organisée avec semences et dérivés de la pétrochimie. Voilà. Après, il faut se placer à l'époque. C'est un rêve de maîtrise du monde, artificialisation du milieu, j'homogénise, j'applique mes technologies et ça produit et ça nourrit tout le monde. C'est ça le schéma. Ce schéma a été très efficace dans certains pays. Il n'est pas valable partout. Et la preuve, c'est qu'il a été totalement absent d'Afrique. Vous aviez parlé de gènes homologues pour le gène qui permet de résister à la submersion. Donc, est-ce que ces espèces de riz et les espèces de riz utilisées pour les croisements étaient parfaitement interfécondes et permettaient d'obtenir des hybrides féconds et ayant le même nombre de chromosomes homologues? Donc la variété qui a été à l'origine de cette amélioration, qui portait l'allèle Cebuan, c'est une variété de l'espèce Oryza sativa du groupe des Haus. Donc c'était un groupe qui à l'époque était à peu près méconnu et donc qui s'est révélé être un petit peu compliqué à exploiter parce que pas du même groupe que Indica ou Japonica. Quand on fait les croisements, il y a des comportements effectivement inhabituels, mais ça reste quand même partie de la même espèce et donc la fertilité est suffisante pour qu'on puisse effectuer le transfert de ce facteur génétique par croisement conventionnel. Donc, si j'ai parlé d'homologie, c'est, je pense, pour dire que connaissant le gène, on pouvait savoir où il intervenait et voir si d'autres mécanismes coexistaient qu'on pourrait aussi valoriser. Donc c'est des mécanismes différents. Une fois qu'on connaît le mécanisme principal, on peut rechercher les compléments et les ajouter. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que j'ai utilisé le terme homologie. Oui, bonsoir et merci pour votre exposé. Juste une petite question, alors je ne sais pas si elle est bête ou pas, mais je voulais savoir si les agriculteurs, d'une année sur l'autre, pouvaient réserver une partie de leur production pour l'utiliser comme de la semence, ou bien faut-il qu'ils fassent comme pour certaines autres graines, faire appel, acheter chaque année le grain de riz pour le planter et en reproduire. Voilà. Oui. Donc le riz est une espèce autogame, c'est-à-dire qu'il s'auto-féconde, c'est-à-dire qu'il, au bout de quelques générations, est définitivement fixé. C'est-à-dire que les graines que vous récoltez sur un plant de riz sont dans l'immense majorité conformes à la génération d'avant. Donc vous pouvez tout à fait, c'est ce qui se fait. Non, après, quand un agriculteur veut propager une variété à l'identique, il peut tout à fait. Il n'y a aucun problème biologique. Il peut y avoir après des accidents de mélange entre variétés, des choses comme ça, mais c'est techniquement tout à fait facile et c'est comme ça que font la majorité des agriculteurs. Après, il y a aussi intérêt à cultiver une certaine diversité de variétés dans son exploitation ou dans sa communauté pour gérer les risques. Si on mise sur une seule variété et qu'il y a un problème qui est particulièrement grave pour cette variété-là, on se met en danger. Donc la plupart des paysans gèrent plusieurs variétés à la fois, individuellement ou collectivement, dans une communauté. Alors ça dépend des sociétés. C'est extrêmement structuré. La variété est un objet social qui est géré à différentes échelles, dont des échelles des villages ou des communautés. Et donc ça, c'est important. Une communauté, en général, entretient plusieurs variétés. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'un apport. Non. Ça, la dépendance existe pour les plantes qui sont hybrides, comme le maïs ou d'autres plantes, qui sont le produit d'un croisement, qui exprime une forte vigueur et qui après perd cette vigueur-là dans la descendance.
Alors il y a des riz hybrides en Chine, à grande échelle. Donc là, par contre, dans ce cas-là, les agriculteurs doivent régulièrement, chaque année, se procurer les semences. Je ne sais pas comment est organisée la distribution des semences en Chine, si c'est vendu, comment c'est organisé, mais de toute évidence, pour ça, ils sont obligés de se fournir chaque année. C'est essentiellement en Chine pour l'instant. Ma voisine, Madame Lisa, qui était élue à Montpellier, me disait à l'instant, et me rappelait, parce que c'était aussi mon cas, que moi, quand j'étais enfant, le riz, on connaissait peu. Et on s'en servait comme un dessert pour faire du riz au lait. Et on mangeait, l'alimentation de base, c'était le pain et les pommes de terre. Et on a oublié ça. Bon, je suis très vieille, mais pas tant que ça. Or, dans le même temps, moi j'ai quand même le souvenir aussi, quand j'étais enfant ou adolescente, il y avait de grandes famines dans le monde. D'un seul coup, on apprenait qu'au Bangladesh, il y avait des millions de gens qui étaient morts parce qu'il n'y avait pas à manger. Ou qu'il y avait eu des inondations et que bon, voilà. Et on l'a oublié. Aujourd'hui, dans le monde, à part dans les endroits où il y a des guerres, il n'y a plus de famine. Les grands problèmes alimentaires du monde, et notamment dans les pays pauvres, c'est l'obésité. C'est plus la famine. En une génération et demie. Et ça, c'est l'agronomie qui l'a fait. Dans le même temps, aujourd'hui, on est face à des situations. Donc, on a une circulation de marchandises qui est colossale. La grande question, c'est l'auto-alimentation. Je rappelais quand même que le Japon n'est pas autonome en riz, ce qui est sidérant, mais c'est un fait. Et on est dans un monde où aujourd'hui, donc la lutte contre l'obésité est une énorme contrainte, mais l'autre facette, c'est la démographie. Nous sommes 7, bientôt 8 milliards, bientôt 10 milliards. On pourra toujours nourrir. Ceux qui vous disent qu'on ne nourrira pas l'humanité, c'est faux. Il y en a même qui commencent à vouloir manger des insectes et des vers de terre. Donc on y arrivera. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de manger des vers de terre. Hein. Mais on y arrivera. La grande question, c'est quelle régulation et par qui est-elle imposée à l'homme? La démographie, c'est la fécondation des femmes, la fécondité des femmes. Si les femmes n'ont pas accès à leur propre décision concernant leur maternité, il y aura toujours dans les pays pauvres entre 6 et 9 enfants par femme. Il y a une baisse de la fécondité à partir du moment où les femmes sont en capacité, et pas biologique, médicale et donc politique, de leur avenir. C'est pas anodin. Eh bien, l'alimentation, ça va de pair avec ça. On est dans une période de ce 21e siècle qui il doit se poser, ça a été dit, des grandes questions sociétales et sociales comme celle-là. Est-ce que 10 milliards d'euros, oui, on pourra les nourrir. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une démographie galopante? Maintenant, on mange autant de riz que de blé. Le blé, c'est le pain. Heureusement, les boulangers se sont battus et ont fait en sorte qu'on continue à manger du pain en Europe et notamment en France. Mais c'est pas réglé. Or, la grande culture de nos continents européens, c'est le blé, historiquement. Et le maïs, c'est l'Amérique du Sud. Donc, on est sur des grandes... Mais peut-on passer, pour résoudre ces questions-là, par des interdits politiques? C'est-à-dire qu'au Sénégal ou au Gabon, l'État déciderait qu'on n'a plus le droit d'importer du riz et qu'il faut que les gens mangent du sorgho. C'est compliqué quand même, comme décision à prendre. C'est comme si nous, on décidait que finalement, on avait le droit de manger que le riz de Camargue et pas le riz de la plaine du Pô, qui est italien et donc européen. Vous voyez, donc on est sur des... La question alimentaire, c'est une question fondamentalement politique qui est liée aussi à la démographie et à la croissance démographique dans laquelle se trouve l'humanité sur cette terre qui nous porte. C'est essentiel. Les scientifiques ne peuvent pas résoudre cette complexité-là. Ils entrent par une approche. Et l'initiative des scientifiques publics, de la recherche publique mondiale, pour essayer d'avoir des bases de données, des bases d'informations et des stocks de graines accessibles à tous, bien connaissables par tous,
et auxquels on peut accéder par le biais de l'informatique et des réseaux numériques pour pouvoir améliorer la situation et donner aux pays du Sud, notamment à leurs recherches publiques et à leurs obtenteurs éventuellement publics, la capacité de maintenir cette diversité et de garder la main sur une production qui soit... elle n'est pas gratuite, mais elle n'est pas capitaliste. C'est important. Mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est un combat. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la différence entre brevet et obtention variétale. C'est ce que disait Jean-Christophe en parlant des identités génétiques, où finalement, c'est un paquet qui est non pas breveté, mais qui a une identité. Et dans le paquet, il y a des séquences. Les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont envie de monétiser tout ça. C'est un combat de société, c'est un combat dans le monde d'aujourd'hui. Rien n'est écrit d'avance. Et tout est combat. Bonne soirée.